Je suis parvenu à persister malgré les critiques sévères et continuelles de mes éditeurs sans que brise mon esprit, car j'avais un objectif clair. Je savais quel genre de manga je voulais créer. Quand les éditeurs disent que telle ou telle partie ne marche pas, ou que le manga devrait être plus comme ci ou comme ça, certains nouveaux dans le milieu leur demandent « Alors, qu'est-ce que je devrais faire ?» C'est la question qui ne devrait jamais être posée. Ne pas savoir ce que l'on veut créer, c'est comme marcher sur une surface de verre glissante dans l'obscurité la plus totale. Alors, s'il vous plaît, ne perdez jamais de vue votre objectif. Ne perdez jamais de vue ce que vous voulez atteindre en créant un manga. JoJo's Bizarre Adventure, quelle longue histoire, bientôt 34 ans. Une histoire où défi et renouvellement sont de mise à bien des titres. Défier les principes établis, défier les codes, défier le shonen sans le rejeter. Se défier soi-même aussi, peut-être. Quand on choisit d'adopter un format qui subdivise l'action en parties bien spécifiques, chacune avec une identité propre, chacune suivant les péripéties d'un des rejetons de la lignée Joestar, on s'expose à une armée de contraintes, scénaristiques, artistiques ou même éditoriales. Comment affirmer le particularisme de son œuvre face à une multitude de concurrents ? Comment réussir à se démarquer tout en s'accommodant du carcan imposé par une industrie du shonen des années 80, plutôt restrictive et aux valeurs encore difficilement muables ? La clé de la réussite, qu'est-ce que c'est en fin de compte ? Pour le Hirohiko Araki de 2020, ces considérations doivent paraître bien marginales, tant son œuvre a gagné en puissance et en prestige, tant JoJo est devenu un pilier de la culture du manga. Mais elle nous rappelle aussi à quel point le chemin jusqu'au succès et à la maturité est une succession d'étapes et d'obstacles à surmonter. Une quête qui nous rappelle à bien des égards celle d'un petit groupe d'hommes devenus légendaires. Toutes les parties de JoJo ont plus ou moins contribué au développement de la saga. Si elles n'ont pas toutes rencontré le même écho, et s'il y a eu des hauts et des bas, il y en a cependant une qui fait aisément consensus dans le cœur des lecteurs. Une partie sans laquelle JoJo ne serait clairement pas ce qu'il est aujourd'hui. Un véritable paradigme fondateur, un monument qui a permis à Araki de définir une identité stylistique tout bonnement à part entière. Stardust Crusaders. 一番強い人間ってなんだろうなとか、そういうふうになんか子供的にこの世で最強の人間っていうのはどういう人なんだろうなっていうのをこう考えた時に始まったのがそのジョジョっていう。でその不老不死だとか命を追求したりだとか、あと正義だとか、なんかこう人間がなんだろう根源的に追求していくもの、そういうのをテーマに書こうっていうので始まったのがそのジョジョの第一部っていうんですかね。Phantom Blood et Battle Tendency ne sont pas les premiers terrains d'expérimentation du jeune mangaka de Sendai, qui a déjà derrière lui un bagage constitué de Cool Shock BT, Poker Underarms, Gorgeous Irene ou encore Bao le Visiteur. Mais ces deux parties permettent déjà à Araki d'esquisser les principales trajectoires artistiques qui vont caractériser son œuvre par la suite. Araki aime l'art, Araki aime la musique, Araki aime le cinéma, Araki aime la mode. Et surtout, Araki est humaniste. Et ça, il le fait bien comprendre avec les deux premières itérations de JoJo, célébrant ostensiblement le triomphe, la beauté de l'humanité. Les aventures de Jonathan et Joseph posent les bases de son style graphique si particulier, dont la transfiguration se fera cependant par étapes successives et sera bien plus tardive. Elles incorporent aussi le thème de la transmission, puisque ce sont les deux Britanniques qui mettent les premiers en exergue cette logique de la filiation étoilée. Cet héritage des valeurs qui se transmet de génération en génération. Les poses désarticulées, sublimant les muscles saillants des personnages. Une esthétique qui se réclame du baroque, un gore copieux, des méchants extravagants, l'homme face à ses propres limites qu'il transcende uniquement avec ses capacités et non grâce à des artifices qui lui sont externes. Tout est là, la substantifique moelle qui aboutira à la consécration de JoJo. Une recette qui se développe, mijote, mais à laquelle il manque visiblement quelque chose. Le manga dans ses premières instances n'étant pas si populaire que ça. De toute façon, Araki veut pour le moment conclure le chapitre JoJo's Bizarre Adventure. 3 avril 1989. JoJo's Bizarre Adventure Part 3, Jotaro Kujo, Heritage for the Future,
c'est ainsi qu'on l'appelait à l'époque de sa publication, sera l'ultime épisode de cette trilogie consacrée à la famille Joestar. Araki était loin de se douter qu'il s'embarquait en vérité pour une octalogie qui bat encore son plein à l'heure où nous parlons. Un des aspects significatifs du Shonen Jump des années 80, c'est son emphase sur le personnage, sur les distinctions fondamentales entre protagoniste, antagoniste, support, adjuvant. Le personnage est l'élément centralisateur du shonen. Il faut créer des figures reconnaissables, des archétypes à émuler et qu'on peut associer directement à telle ou telle œuvre. Mais il faut aussi quelque chose d'autre. Un quelque chose subtil qui permet au lecteur de s'identifier beaucoup plus facilement à son héros préféré. Quelque chose dont ni Jonathan ni Joseph ne sont hélas pourvus. Un sang japonais. Les plus grands éditeurs de shonen réclament des héros au sang japonais. On peut dès lors imaginer que ne pas adhérer à cette règle, c'est se coller une balle dans le pied et prendre le risque de perdre en popularité dans les très nombreux sondages lecteurs du Weekly Shonen Jump. Ces sondages si importants pour le moral d'un auteur. Araki avait opéré une véritable ouverture sur le monde en faisant de ses protagonistes des héros entièrement étrangers. L'un noble britannique, l'autre son petit-fils de nationalité américaine. Ajoutez à cela leurs amis et compagnons italiens. Lorsqu'il annonce à ses collaborateurs qu'il souhaite faire de Stardust Crusaders une réinterprétation moderne de Dracula, il peine à convaincre. Doute, hésitation, confusion, le couperet tombe. Il faut un personnage central japonais ou au moins un arc centré sur l'archipel nippon. C'est à ce moment précis que la figure de proue, l'épitomée du Jojo, entre en scène. Jotaro, Joestar, Kujo, lycéen japonais d'1m95 pourvu d'un physique qui n'a presque rien à envier à celui de ses aïeux. Jotaro, pas entièrement japonais cependant, puisqu'il est le fils d'un jazzman japonais, d'une part, mais aussi de Holly, américaine, elle-même fille de Joseph et Suzy Q. Petit-fils de Joseph, donc, Jotaro se présente au lecteur dans la pénombre d'une cellule de prison. Peu glorieux pour un enfant de la dynastie étoilée, dont les illustres membres sont censés incarner une représentation d'un bien pur et altruiste. Jotaro affiche directement une certaine rupture avec ses aînés, une rupture pas nécessairement idéologique, car elle conserve la fierté, la bonté et le désir de justice de ses pairs, mais une rupture d'ordre esthétique, ça c'est certain. Si son apparence tente à communiquer l'image archétypale du rebelle, du bancho, ce chef de délinquants japonais, reconnaissable à son gakuran customisé qui altère les codes de bienséance vestimentaire, il est en vérité profondément vertueux, reconnu pour son cœur d'or. C'est d'ailleurs pour ça qu'il s'est enfermé en prison, pour ne blesser personne alors qu'il se pense en proie à une possession maléfique. Quand Jonathan et Joseph transmettaient leur énergie, leur volonté et leur puissance de manière plus vocale et explicite, Jotaro, lui, reste contenu, renfrogné. Son stoïcisme n'a d'égal que sa pondération, une force de la nature dont l'aura suffit à impressionner. Jotaro, loin d'être très communicatif par la parole, n'en demeure pas moins inintéressant. Bien au contraire, c'est un des aspects qui le rendent aussi fouillé et mémorable. En effet, le personnage illustre les conceptions d'Araki sur la manière dont une esthétique communicative peut se suffire à elle seule. Dans Manga and Theory in Practice, l'auteur explique avec force détail la manière dont il s'est évertué à donner de Jotaro la description la plus détaillée et la plus impressionnante possible durant sa première apparition. Et ce, uniquement par la suggestion, la mise en scène et le dessin. Quand Jotaro parle, c'est soit que c'est vraiment nécessaire, soit pour asséner l'un de ces fameux... Une réplique simple, sèche, pleine d'effronterie, mais qui ne tarde pas à devenir la marque de fabrique d'un personnage déjà culte. Cependant, Jotaro, aussi incroyable soit-il, n'ira pas au bout de son périple tout seul. Il lui faut des alliés. Dès les premières pages, le lecteur rencontre un visage qui lui est bien familier. Enfin, pas exactement tout de même. Ce bon vieux Joseph, qui maintenant est vieux justement. Il se pose d'emblée comme le principal adjuvant de Jotaro. C'est lui qui, au cours de la situation initiale, lui expose les raisons de sa visite au Japon et les modalités de leur quête à venir. D'ailleurs, Joseph, il n'est pas venu seul à la rencontre de sa descendance. Il est accompagné du fantastique Mohamed Afdoul, sage mystérieux égyptien,
dont Jotaro a fait la connaissance à la dure derrière les barreaux de sa prison. Viendront se greffer au groupe Kakyoin Noriaki, l'étudiant japonais, Jean-Pierre Polnareff, le fabuleux aventurier, cliché par excellence du français, et enfin Iggy, qui n'est nul autre qu'un capricieux petit chien. Un groupe sacrément hétéroclite donc, et même du jamais vu. Il ne faudra rien de moins que ça pour mener à bien l'incroyable mission qui attend nos héros. Cette mission, c'est Dio. Dio l'usurpateur est de retour, plus vil que jamais. Et c'est à la nouvelle génération qu'il incombe de régler cette affaire une bonne fois pour toutes. Dio, qui dans Stardust Crusaders, tient presque plus du concept que de l'être charnel. Cloîtré dans son fantasmagorique manoir, il est décidément bien avare en apparition. Objet d'une véritable déification, tant par ses subalternes que par l'auteur lui-même, qui lui confère une aura chimérique, la splendeur du David de Michel-Ange, dira Federico Anzalone. Dio est mystérieux, Dio est suspense, Dio en impose, Dio est mythique. Il apparaît comme un incroyable désastre, prêt à s'abattre sur le monde. 朝は4本足、昼は2本足、夕方は3本足。それはなんだ？ピラミッドを守り続けるスフィンクスは旅人にそう質問した。答えは人間。 Ainsi que le rappelle Federico Anzalone dans son livre JoJo's Bizarre Adventure, le diamant inclassable du manga, les éditeurs japonais sont plus que les forces de proposition dans les rapports qu'ils entretiennent avec les auteurs. Souvent, ces derniers sont véritablement décisionnaires dans le développement d'une œuvre. Et à ce titre, Araki sait qu'il doit beaucoup à son éditeur de l'époque, Ryosuke Kabashima, qui aura particulièrement insisté pour que la troisième partie se passe en Égypte. C'est une destination peu orthodoxe pour l'époque, d'autant plus qu'Araki ne se doute pas encore qu'il va lui-même partir en reconnaissance sur le terrain, et ce, à 3 reprises. Kabashima, qui peut s'infatuer d'être très versé en archéologie et en histoire pour un éditeur, souhaite en effet que ce dernier s'imprègne du lieu. Un exercice dont Araki est loin d'être fan, puisque malgré ce que l'image de son œuvre suggère, il n'aime pas voyager plus que ça. Son premier voyage sur les terres des pharaons, il le vivra presque comme un traumatisme, se sentant constamment épié, surveillé par les locaux, s'imaginant de manière presque absurde qu'ils lui lancent des regards noirs, prêts à bondir sur lui au moindre signe de faiblesse. Et c'est de cette transe paranoïaque que se développera l'une des thématiques les plus emblématiques de Stardust Crusaders, et a fortiori de JoJo par la suite. Cette notion de dissimulation, l'idée que le mal est tapis là, juste à côté de vous, prêt à vous tomber dessus à n'importe quel moment, à tel point que n'importe qui est un ennemi potentiel. Femme, homme, enfant, animal, insecte, et parfois même des êtres inanimés. Une vision qui nous rappelle peut-être cette fascination occidentale pour les mystères de l'Orient, avec l'image stéréotypique des mystérieux guerriers voilés bondissant sur le héros armé de sabres et autres instruments de mort. Cette ambiance, Araki la retransmet parfaitement dans son manga, et le catalogue de sbires envoyé à la poursuite des héros est bien étoffé, quoique peu mémorable diront certains. Destination finale, Égypte donc. Mais pour y aller, c'est tout un programme, pas question de prendre l'avion, ce serait trop simple. Araki scinde le voyage en 2 parties. Une subdivision qu'adoptera l'anime de 2014 avec une saison Road to Egypt et une seconde Battle in Egypt. La première met justement en scène le périple des croisés et les différentes étapes qui jalonnent leur parcours, tandis que l'Égypte est parcourue le long du Nil jusqu'au Caire dans la seconde. Dépaysement. C'est probablement ce qu'ont dû ressentir les lecteurs japonais en 1989 lorsque débutent les aventures de Jotaro Kujo. Les prémices de l'action se passent en terrain connu du lecteur,
Le Japon, contrat tenu pour Araki, qui devait inclure un morceau de pays du soleil levant sur sa toile, bien vite oublié cependant au profit d'une incursion en terres inconnues. En partance du Japon, sur la route de la soie, en passant par Hong Kong et son jardin du baume du tigre, Singapour et son gigantesque hôtel, l'Inde et les rues bondées de Calcutta, le Pakistan et son délicieux kebab, l'Arabie et son soleil de plomb, la mer Rouge et ses eaux mortelles, Araki fait voir du pays à ses lecteurs. Ce dépaysement est unique, inédit. À la variabilité des environnements s'ajoute le choc des cultures, d'autant plus visible que nos héros viennent eux-mêmes d'horizons différents. On ne retrouvera pas pareille sensation de voyage dans Jojo avant Steel Ball Run et son épopée transcontinentale en Amérique. Exotisme devient alors le maître mot de ce voyage, aux allures de tour du monde. En ce qui concerne le schéma narratif de Stardust Crusaders, Araki se veut catégorique. Il s'oppose par principe à une structure narrative qui se démocratise parmi les auteurs, mais dont il voit se dessiner les limites et les contraintes formelles. Le tournoi. Le tournoi, c'est un vecteur de suspense perpétuel, un système tensif qui maintient l'attention et le plaisir du lecteur en introduisant constamment de nouveaux opposants, de nouvelles techniques, de nouveaux défis à surpasser pour les personnages. En somme, une dynamique parfaitement cohérente avec l'esprit Neketsu et avec les standards du shonen d'époque. Akira Toriyama concède lui-même, rétrospectivement, que le format du tournoi est sans aucun doute un des acteurs du succès de Dragon Ball, qui pataugeait jusqu'à la première tenue du Tenkaichi Budokai. Pour Araki, en revanche, cette solution n'est pas pérenne, en ce qu'elle est autodestructrice par essence. Le tournoi s'engouffre de lui-même dans un processus inflationniste, avec des ennemis toujours plus puissants, toujours plus durs à abattre, et qui demandent aux héros toujours plus de ressources. Mais après, comment quantifier les limites d'une telle surenchère ? On ne peut pas tenir ce raisonnement jusqu'au boutiste éternellement. Il faudra un moment redescendre. Il faudra à un moment revenir à des adversaires ou des obstacles plus faibles. Et résultat, un inévitable sentiment de déception chez un lecteur accoutumé à toujours plus. C'est ainsi qu'Araki objecte à la forme du tournoi si populaire sa propre idée d'un déroulé narratologique original. Une sorte de jeu de société géant où nos héros avancent pas à pas, à la manière du S-Sugoroku, vers un objectif final, l'Égypte. Leurs péripéties sont agrémentées de rencontres, d'affrontements, dans des cadres théoriquement divers et variables. Sauf qu'ici, progression ne rime pas avec surenchère et surpuissance. Bien au contraire, Araki brise les codes du tournoi en introduisant des ennemis parfois faibles, parfois plus bêtes, parfois plus intelligents, et qui compensent leur manque de puissance par leur bassesse et leur sournoiserie. L'auteur tente de surprendre son lecteur par des confrontations qui ne sont pas univoquement définies par la puissance brute, sans quoi Jotaro anéantirait tous ses ennemis en un clin d'œil. Non, avec Stardust Crusaders, Araki conceptualise l'affrontement jojoesque. Un type d'affrontement qui deviendra l'essence du manga par la suite. Un type d'affrontement aux modalités changeantes, qui dépend de la configuration du terrain, des motivations de tel ou tel personnage, des capacités des participants, ou même d'un objectif tierce qui vient se greffer par-dessus la confrontation. Il ne s'agit plus du combat pour le combat, mais d'une nouvelle forme plus libre, plus imaginative, plus encline à la stratégie et parfois plus psychologique. On a tous en mémoire les légendaires confrontations contre les frères Darby, les quiproquos comiques avec les frères Oingo Boingo, ou encore Steely Dan qui tape sur les nerfs de Jotaro. Mais attention, si le format qu'adopte Araki pour Stardust Crusaders stabilise la courbe narrative, et l'intérêt du lecteur par la même occasion, sur le long terme, il n'est pas non plus dénué d'inconvénients. Araki le sait bien, puisqu'il admet lui-même que cette structure trahit une certaine linéarité, voire répétitivité dans certains cas extrêmes. On note cependant qu'il parvient relativement à pallier ses défauts et à élever l'intérêt de son schéma narratif en instaurant une sorte de course contre la montre. Si l'enjeu de cette partie est d'abord de confronter Dio et venger la famille Joestar, la nécessité d'abattre le vampire séculaire se fait d'autant plus pressante qu'il menace de tuer Oli, qui ne parvient pas à résister à son influence maléfique. Les héros ne disposent alors que de 50 jours pour rallier l'Égypte
et rendre justice. Enfin, Stardust Crusaders, à la différence de la grammaire shonen normée de l'époque, n'a rien du récit initiatique Neketsu. En effet, Jotaro en tant que personnage principal et héros n'a nul besoin d'entraînement, n'a aucun enseignement à tirer ou recevoir pour transcender ses limites et surmonter un obstacle. La seule chose qu'il découvre inopinément, c'est sa maîtrise du temps, dans les derniers instants de son duel contre Dio. Federico Anzalone suggère d'ailleurs que le jeune japonais tient plus du héros antique, archétype légendaire presque invincible par essence, que du protagoniste de shonen. Dès les premières pages, Jotaro est présenté comme tout puissant, par sa carrure premièrement, son aura ensuite, mais surtout par le biais de son stand Star Platinum, dont les prouesses dépassent l'entendement. Les stands sont la personnification de l'énergie intérieure d'un individu. Tandis que les ondes rendaient les super pouvoirs visibles, les stands sont allés encore plus loin et les ont matérialisés sous forme de personnages. J'ai utilisé les stands pour rendre visibles beaucoup de choses. Se déplacer rapidement, se déplacer loin, se faire transporter loin, se déplacer lentement, lancer des malédictions, arrêter le temps, se mouvoir dans le temps. La liste continue. Il y a encore beaucoup de phénomènes étranges que je n'ai pas rendus visibles. Et j'ai bien l'intention de continuer à me surpasser afin de trouver des moyens de les retranscrire par le dessin. Rendre visible l'invisible. C'est peut-être ce qui définit le mieux les stands. Ces espèces de pouvoirs personnifiés que Jotaro décrit d'abord comme des démons. C'est un changement plutôt brusque qu'opère Araki avec Stardust Crusaders. Passer des ondes, technique martiale utilisée dans Phantom Blood et Battle Tendency, à une toute nouvelle formule qui sort presque du chapeau de Joseph. Et pourtant, c'est peut-être cet élément qui sera le plus déterminatif à l'ADN de JoJo's Bizarre Adventure. Araki dit de son éditeur de l'époque que les ondes commençaient à le lasser, devenant peut-être trop restrictives, trop simplistes. L'auteur s'inspire alors du thème de l'esprit gardien, développé notamment dans Ushiro no Yakutaro de Jiro Tsunoda. C'est d'ailleurs avec cette idée en tête qu'il façonne Star Platinum, l'ange gardien étoilé de Jotaro. En décidant de créer les stands, Araki s'offre une infinité d'opportunités. Il peut moduler, mettre en forme, imaginer n'importe quel pouvoir aux capacités et les juxtaposer à un design de son cru. Les stands sont le catalyseur du style arakien. Ce sont eux qui permettent l'application de l'affrontement jojoesque, comme nous l'avons défini plus tôt. Et grâce à eux, l'auteur ne sera virtuellement jamais à court d'idées. Combats de force brute, affrontements psychologiques, pièges infernaux, avec les stands, c'est toujours la surprise de savoir sur quoi les personnages vont tomber. Héritiers naturels des ondes, ils en deviennent une sorte d'aboutissement, d'évolution finale. Mystérieux et insondable quand on ne connaît pas le manga, mais très vite adopté une fois qu'on a tourné quelques pages. Ce mysticisme inhérent au style arakien et cette atmosphère bizarre, comme on se plaît tant à la nommer, tiennent sans aucun doute à la présence de ces entités fantastiques qui sont, chose exclusive à cette troisième partie, nommées d'après les cartes du tarot et tout le symbolisme divinatoire qui en découle. Les stands, tantôt avatars artistiques, tantôt vecteurs de l'action, et finalement porte-étendard unificateur d'une œuvre qu'ils ne quitteront plus jamais à partir de Stardust Crusaders. Par hasard, ou par déterminisme, la vie a créé une belle rencontre. Celle d'Araki avec de grands classiques du cinéma fantastique et d'horreur, réunis dans le même espace-temps. C'est qu'il a eu la chance de passer ses jeunes années durant une période clé du genre, tandis que, du fait de l'installation de la culture occidentale au Japon après la guerre, les œuvres étrangères y sont devenues plus facilement trouvables. De manière symbolique, la composition du groupe de croisés est déjà un véritable creuset culturel et identitaire en soi. Mais littéralement, c'est toute la partie en elle-même qui devient à la fois réappropriation des genres et conjugaison des cultures. Stardust Crusaders est à l'intersection entre un tour du monde en 80 jours, comme nous le conte Jules Verne, une forme subversive d'Odyssée, et l'errance, le noble vagabondage, dépeint par le Jidaigeki Mito Komon. La narration arakienne, quant à elle, s'inspire des méthodes d'Ernest Hemingway, sa manière de concevoir le héros idéal, sa propension à la litote, portée ici non par les mots, mais par le dessin. Les inspirations d'Araki semblent infinies, et s'harmonisent dans une fantastique coalescence avec des références à la peinture, la musique, ou encore le cinéma. Plus spécifiquement, au cinéma d'horreur, car cette dynamique horrifique, initiée dès Phantom Blood, elle est plus que jamais présente ici.
Le caractère fantastique des stands n'est sûrement pas étranger à l'accumulation graduelle de la tension horrifique qui culmine en l'intrusion soudaine du surnaturel, surprenant constamment nos héros et laissant la place aux affrontements jojoesques. Difficile de ne pas reconnaître en Ebony Devil les traits de Chucky, la poupée maléfique, en l'épisode Death 13, une réinterprétation des Griffes de la Nuit, ou en Wheel of Fortune, la voiture maléfique de Christine. Difficile aussi de passer outre la référence criarde à The Shining et au cauchemardesque Jack Torrance, alors que Alessi poursuit Polnareff, rajeuni par les effets de son stand. Les évocations de ces classiques de l'horreur sont abondantes, mais parfois, les designs seuls de certains stands, qui semblent tout droit sortis d'un roman de Stephen King justement, suffisent amplement à susciter l'effroi chez le lecteur. Stardust Crusaders revêt tantôt la casquette d'une aventure fantastique, tantôt celle du périple de samouraïs itinérants, celle d'un recueil d'histoires d'horreur, ou bien encore d'une parodie de western. À première vue, il n'est pas chose aisée de définir de manière concrète et arrêtée ce récit à la croisée des genres. Un caractère hybride qui préfigure aussi la complexité qu'on aura à délinéer les limites du shonen et du seinen chez Jojo. En fin de compte, cette hybridité, on pourra tout simplement la résumer à l'image du personnage principal lui-même, Jotaro. Brillante synthétisation de cette incroyable diversité. Jotaro, c'est un produit japonais, mais aussi américain, à l'instar de son métissage. Jotaro, c'est la dualité ordre et désordre, l'anarchique délinquant juvénile japonais, prêt à se sacrifier pour rendre justice et sauver des innocents. L'apparence est dure, mais le cœur, lui, est d'or. Jotaro, c'est tout à la fois l'aura de prestige perdu et de solitude mélancolique du Ronin, et l'aura silencieuse du héros eastwoodien, Clint Eastwood, modèle de sculpture de Jotaro. Et peut-être aussi père spirituel de Hirohiko Araki par la même occasion. L'auteur est subjugué par ce mythe du cinéma américain, une figure primordiale qui a plus que bercé sa jeunesse. Araki raconte ses moments d'extase où, accompagné de son père, il découvre le bon, la brute et le truand, ou encore Dirty Harry, l'image d'un Clint Eastwood qui restera à jamais gravé en lui, intemporel, immuable. La pose emblématique de Jotaro doit pointer vers sa cible, c'est d'ailleurs une retranscription presque identique de celle de Dirty Harry Callahan, le flic flingueur de la série de films éponyme qui manie son célèbre 44 Magnum. Je sais ce que tu penses. C'est 6 fois qu'il a tiré ou c'est 5 seulement. Si tu veux savoir, dans tout ce bordel, j'ai pas très bien compté non plus. Mais c'est un 44 Magnum, le plus puissant soufflant qu'il y ait au monde, un calibre à vous arracher toute la cervelle. Tu dois te poser qu'une question. Est-ce que je tente ma chance? Vas-y, tu la tentes ou pas? L'analogie ne s'arrête pas là, puisque Jotaro, comme Callahan, partage visiblement un certain mépris pour le règlement et les codes, qu'ils se plaisent à bousculer dans leur inlassable quête de justice. Federico Anzalone dira bien joliment que si Harry Callahan manie le plus puissant revolver du monde, Jotaro Kujo, lui, manie le stand le plus puissant du monde. Oh my god! ついでに他の歯も必要ってるぞ! Avec sa troisième partie, Araki flirte avec le chef-d'œuvre. Il ose nager à contre-courant des shonen de l'époque, qui deviennent pour certains de véritables exercices de style, tant ils embrassent les canons du genre. Ce n'est pas dans la copie conforme des mangas à succès que lui trouve son salut, mais dans le développement d'une forme d'art alternative où il mêle les genres, les références, les inspirations. Le tout apposé sur une esthétique décidément bien attrayante. Il ne renie pas pour autant ses contemporains, reconnaissant l'immense talent d'Akira Toriyama ou Tetsuo Hara notamment. En ce sens, le design de Star Platinum, rappelant Ken le Survivant, ou cette approche très Toriyama du combat final entre Dio et Jotaro, sont de beaux hommages qu'il rend à ces brillants artistes. La manière dont Araki raconte une histoire gagne constamment en génie. Son œuvre se réclame de plus en plus de la Royal Road, la voie royale du mangaka.
des principes de création intangibles et leur connexion fondamentale au thème avec un grand T. La recette du succès, nous rapporte-t-il. Federico Anzalone reconnaît à Stardust Crusaders une forme de classicisme. C'est vrai, Stardust Crusaders est un classique, le classique de JoJo. Un classique qui a participé à définir l'économie générale d'un manga hors norme, comme nulle autre partie de la saga ne l'a fait jusqu'à présent. Mais Stardust Crusaders n'est pas parfait pour autant. La constance du trait d'Araki n'est au départ pas irréprochable. Le premier segment du manga, Road to Egypt, peut paraître répétitif pour certains. Des personnages comme Kakyoin mériteraient d'être plus amplement développés. Les antagonistes mineurs sont pour la plupart peu charismatiques et vite oubliés au profit de quelques têtes d'affiche, et de toute façon totalement effacés par la puissance de Dio, qui procède presque du divin. Dio d'ailleurs, dont le spectre omineux plane constamment, mais qui ne demeure rien de plus qu'une ombre jusqu'au paroxysme de l'intrigue. Stardust Crusaders, enfin, ça n'est ni les ovnis que sont Diamond is Unbreakable et Jojo Lion, ni la perfection qu'atteindra Steel Ball Run. Oui, Stardust Crusaders a des défauts. Mais quel voyage fantastique! Comment ne pas s'attacher à ce groupe de croisés? Comment ne pas rire, pleurer avec eux? Comment oublier la grandeur impérieuse de Dio et son The World? Comment ne pas reconnaître le génie créatif d'Araki qui forge ses propres codes et emmène son lecteur aux confins de l'Orient sur une route semée de rencontres et d'histoires? Comment ne pas adhérer au concept des stands qui donne au terme affrontement une dimension nouvelle? Comment ne pas s'extasier devant toute la splendeur d'un brillant métissage culturel? Comment rester sourd au retentissement et à l'impact monumentaux qu'a eu cette partie sur la culture du manga? Source d'inspiration, prise, reprise, parodiée, mais jamais égalée. Comment enfin oublier Jotaro et Star Platinum? Oui, Stardust Crusaders n'est pas parfaite, mais il serait bien injuste de ne pas lui attribuer le titre d'âge d'or de JoJo's Bizarre Adventure, ou tout du moins de premier âge d'or si tant est que cela soit possible. Pour moi en tout cas, Stardust Crusaders sera à jamais synonyme de nostalgie, d'insouciance, alors que les visions de The Last Train Home viennent danser dans mon esprit au moment où j'écris ces lignes. L'ivresse de l'aventure, l'amertume des sacrifices concédés, la douce mélodie du devoir accompli et le retour à la maison. Oui, le retour à la maison. Cette vidéo n'est pas une lecture exhaustive et complète de l'œuvre de Hirohiko Araki, ce que Federico Anzalone fait déjà de très bonne manière dans JoJo's Bizarre Adventure, le diamant inclassable du manga. Ouvrage que j'ai cité à plusieurs reprises, vous l'aurez remarqué, tant il est à mon sens enrichissant et admirablement bien écrit. C'est la première fois que j'ai l'opportunité d'utiliser ce qui s'apparente le plus à une source secondaire sur JoJo, imprimée et française qui plus est. Ça aurait été une pure bêtise que de ne pas m'en servir pour la rédaction de ma vidéo. Ainsi, je remercie Federico Anzalone et le félicite pour son travail si d'aventure il passe par là. Il s'agissait pour moi de vous délivrer une sorte de rétrospective analytique, un retour modeste sur ce qui a rendu la troisième partie si légendaire, si importante à la définition de JoJo's Bizarre Adventure dans son intégralité. Je vous remercie de l'avoir visionné, portez-vous bien et arrivederci.